on va avoir un bon choix. Alors, quand on débute les visites, il est primordial de s'informer sur les conditions géologiques du sol à l'endroit où on a la maison convoitée. Premièrement, il faut, au niveau du terrain, il y a certains points qui sont importants de connaître. Est-ce qu'on est dans un terrain argileux? Parce qu'on sait que l'argile, c'est un terrain où il peut y avoir des risques d'affaissement. Ensuite, est-ce qu'on est sur un ancien dépotoir? Est-ce qu'on a une zone inondable où une rivière risque de monter là, au printemps ou en cas de grosse pluie? Est-ce qu'on est sur un site où il pourrait y avoir de la contamination, par exemple une ancienne usine ou ancien garage ou des endroits où il pourrait y avoir des contaminants dans le sol? Et la façon de chercher ces informations-là, le premier endroit, c'est la municipalité qui offre un service d'urbanisme et de permis de construction. À ces endroits-là, on peut s'informer, demander des questions. Le ministère des Ressources naturelles aussi peut vous informer sur les différentes zones du Québec, un peu partout. Le Ressources naturelles Canada, qui est aussi une autre source d'information qu'on peut obtenir beaucoup d'informations. Maintenant, le voisinage, on parle des voisins immédiats de la maison, peuvent être aussi des gens qui peuvent vous donner beaucoup d'informations sur la maison et sur un peu son historique. Puis la Société d'hypothèque et de logement, SCHL, offre beaucoup de documents gratuits sur l'Internet où on peut aussi s'informer sur les aspects d'une maison qu'on recherche. Premièrement, dans la visite, les problèmes qu'on peut observer sur la maison, pendant 10 à 15 minutes de visite, dans un court délai, on peut observer différents défauts qui sont facilement visibles lorsqu'on fait une visite de maison. L'inspection, ça commence toujours par l'extérieur. Quand on visite une maison, on peut recommencer par regarder les aménagements du terrain, les fondations. On peut regarder les gouttières, les revêtements extérieurs, les portes, les fenêtres, la toiture, les perrons et les balcons. Puis dans le premier point, dans les aménagements du terrain, une chose qu'il faut porter attention lorsqu'on fait la visite, c'est de regarder, voir s'il n'y a pas des arbres ou des arbustes ou de la végétation qui est près du bâtiment. Par exemple, les grands arbres qui peuvent avoir des racines qui peuvent influencer le bâtiment, qui peuvent avoir aussi des branches qui, avec le temps, peuvent s'allonger et créer des dommages sur le bâtiment. Par exemple, des branches qui pourraient frotter quand il y a du vent pour arracher des bardeaux, arracher aussi des morceaux sur les toits. Alors, c'est important de regarder ça. Les racines d'arbres sont aussi un point où on doit porter une attention particulière parce que les racines peuvent s'infiltrer sous le bâtiment et avec le temps, ces racines, en grossissant, peuvent provoquer des déplacements de la fondation. Aussi, les racines peuvent avoir une influence sur les drains, les drains d'égout, entre autres, les vieux drains d'égout qui sont faits en terre cuite, parce que les micro-racines peuvent s'infiltrer à l'intérieur et bloquer les drains. Donc, ça, c'est des points à considérer. Un autre type de plante qu'il faut faire attention, c'est les plantes grimpantes qui peuvent s'agripper sur le bâtiment et en période de gel, dégel, la neige et la glace accumulées dans ce genre de végétation peuvent faire détériorer les briques ou encore faire éclater la brique carrément. Ce qui est recommandé, entre autres, pour les plantes grimpantes, c'est de mettre des treillis pour distancer le mur et les plantes de quelques pouces. Une chose qu'il faut vérifier aussi lorsqu'on visite autour de la maison, c'est la pente de terrain. Alors, il faut s'assurer que la pente de terrain va diriger l'eau loin de la fondation, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit plus haut près de la fondation et en s'inclinant vers l'extérieur du bâtiment. Dans notre cas ici, on voit sur la photo que le terrain est incliné, on appelle ça une pente inversée qui amène l'eau direct sur la fondation. Souvent, les gens vont faire des aménagements autour de la maison qui vont provoquer l'amener d'eau sur la fondation, ce qui est à proscrire. Autre chose aussi, c'est le terrain, le niveau du terrain par rapport au rang de briques, au mur de briques. La distance entre le premier rang de briques et le sol doit être de 6 pouces. Donc, lorsque le terrain arrive au même niveau que le sol, ce n'est pas recommandé. Une correction qu'on peut faire pour pallier à ce problème, c'est les tranchées d'égouttement qu'on fait, comme sur la photo. Là, on fait une tranchée autour du bâtiment qu'on remplit avec du gravier 3/4 de pouce net pour permettre à l'eau de descendre dans le sol plutôt que rester stagnant sur le mur de la maison. Ensuite, les aménagements paysagers aussi que les gens font devant leur bâtiment peuvent créer des problèmes au niveau de la brique parce que la terre est
est envoyé directement sur le mur de briques, ce qui n'est vraiment pas recommandé. Autre chose avec le terrain, c'est au niveau des fenêtres, les fenêtres de sous-sol surtout. Les fenêtres de sous-sol doivent avoir un dégagement du seuil par rapport au sol d'au moins 6 à 8 pouces. Et parce que lorsqu'on a de la neige et que ça gèle, ça fond, un jour il pleut, l'eau peut s'infiltrer par le cadre de la fenêtre. Alors lorsqu'on a ce genre de situation, bien, il faut prendre des précautions. Comme par exemple, installer des margelles. Parce que lorsqu'on n'a pas de margelle, bien, une fenêtre qui est à ras du sol ou que la terre arrive directement dans la fenêtre peut créer des infiltrations d'eau, comme on voit ici sur la photo. Alors une margelle, c'est simple, c'est une tôle ondulée qu'on va installer devant la fenêtre. On fait un trou devant la fenêtre, on installe une margelle et ceci, avec le gravier 3/4 net à l'intérieur, va permettre l'égouttement de l'eau pour éviter les infiltrations d'eau par les cadres de fenêtre. Maintenant, le dégagement. Quand on parle de dégagement du sol, il faut toujours s'assurer que le sol est dégagé d'au moins 6 pouces. Quand on a un revêtement soit de vinyle ou du bardage de bois, il faut avoir au moins 6 à 8 pouces pour avoir le dégagement, pour éviter que les murs pourrissent ou qu'il y ait des infiltrations d'eau. La maçonnerie, elle, c'est 6 pouces qui est recommandé, ou le bardage de métal, c'est 6 pouces. Autre point aussi, quand on visite les descentes de garage. Souvent, les descentes de garage sont des endroits où l'eau s'infiltre, où l'eau va rester quand c'est mal drainé, que l'eau ne va pas se drainer dans le drain devant la porte de garage. Bien, l'eau, quand elle gèle, ça gonfle et ceci peut provoquer des déplacements. L'eau aussi peut détériorer les portes de garage. L'eau peut faire bouger les structures, comme par exemple les descentes de garage où on a un escalier adjacent. Alors, souvent, les escaliers sont coulés par-dessus le sol et quand le sol gèle, ça fait travailler, d'où la fissuration des escaliers, en béton surtout. Maintenant, lorsqu'on parle aussi de pente de terrain, bien, toute l'accumulation d'eau près des fondations, comme quand on a des colonnes de support de galerie qui sont directement sur le sol, bien, ça provoque des déplacements ou des mouvements de sol. Et dans notre cas, ici, on a des colonnes en bois et le bois en contact avec l'humidité, bien, la base pourrit et tranquillement, bien, ça descend, ça peut causer des affaissements ou des mouvements là, au niveau de la galerie. Alors, tout ce qui s'appelle glace près des fondations, c'est vraiment à proscrire. Autre point lorsqu'on visite une maison, c'est les fondations. Et les fondations, c'est un élément qui est très facile à voir. Souvent, on voit les fondations à l'extérieur. Ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des fenêtres, surtout au niveau des fenêtres, les coins inférieurs et les coins supérieurs des fenêtres. Souvent, lorsqu'on voit des fissures ou des craques dans la fondation, bien, il faut commencer à s'inquiéter un peu. Et surtout, même les micro-fissures peuvent provoquer des infiltrations d'eau parce que la fissure, lorsqu'elle est dans le sol, peut laisser l'eau s'infiltrer comme on voit sur la photo. Une fissure grosse comme un cheveu permet à l'eau de s'infiltrer dans un sous-sol. Et si les murs sont finis, bien souvent on ne va pas le voir, mais il faut garder en tête qu'il y a une possibilité. Maintenant, les fissures aussi, quand les fissures, on regarde la fondation et le mur qui est juste au-dessus, par exemple un mur de briques, lorsqu'on voit que la fissure se prolonge dans la brique, alors à ce moment-là, il faut se poser des questions parce qu'il y a un problème et c'est souvent une cause d'affaissement. Et c'est que la maison soit s'affaisse, descend dans le sol ou a bougé à cause du gel. Et si on lève un peu la tête encore sur le mur pour voir un peu plus haut, si ça se continue au-dessus d'une fenêtre du rez-de-chaussée ou des étages, bien là on vient confirmer qu'il y a vraiment un problème et la recommandation c'est d'aller chercher une expertise sur ce point-là ou encore de poser des questions un peu plus pertinentes là, aux vendeurs. Et chaque fissure qui monte dans la brique bien, demande d'avoir une expertise de quelqu'un qualifié. C'est sûr qu'avant de faire une offre d'achat, c'est toujours bien d'aller chercher un avis sur ces fissures-là parce que ça démontre qu'il y a un problème. Ensuite, les fissures aussi, des fois qu'on peut voir à l'intérieur d'un garage, par exemple, sur un mur mitoyen, ou encore près d'une porte de garage. Souvent, ça nous démontre aussi un signe d'affaissement, puis ça peut nous démontrer aussi un signe de mouvement du gel parce que la base ou la descente de garage ne se draine pas bien et le sol fait bouger la structure. Maintenant, dans les murs de briques ou de pierre, c'est sûr que ces deux types de revêtements, on voit plus facilement les fissures monter dans la brique, ce qui nous démontre qu'il y a souvent des mouvements. Et lorsqu'on arrive avec des fissures quand même importantes, là, disons 2, 3, 4, 5 mm, comme on voit sur les photos, bien là, c'est sûr qu'il y a lieu de s'inquiéter
et surtout quand la fondation est fissurée puis qu'en plus on a un déplacement latéral, ça veut dire que la fondation est plus droite, elle est juste décalée. Alors ça, c'est vraiment un signe de problème là. Et moi je recommande d'aller chercher une expertise puis peut-être pas s'impliquer là, dans une offre d'achat dans ce genre de bâtiment-là. Maintenant, de l'argile, ça a l'air de quoi? Sur la photo, ici, on en voit de l'argile. L'argile, c'est comme une grosse éponge. L'argile, c'est une éponge remplie d'eau. Et lorsque l'argile perd son eau, c'est comme si l'éponge perd son eau, ça rétrécit et c'est de là que viennent les problèmes d'affaissement du sol. Souvent, comme on voit dans certains secteurs, là, le plateau Mont-Royal ou le long des rives de rivières aussi, souvent c'est en argile. Ça, c'est des endroits où ça peut être un peu plus problématique. Maintenant, un autre petit facteur qui pourrait faire en sorte des fois qu'il y ait des fissures de fondation, c'est que ça, c'est l'inspecteur généralement qui va aller là dans un vide sanitaire, c'est en dessous du bâtiment, là, au lieu d'avoir un sol et un vide sanitaire. Des fois, ils vont faire des excavations sous la fondation et ils vont faire des remplacements d'égouts, de tuyaux d'égout ou de tuyaux d'eau. Et ils vont oublier de remplir le trou après, là, ça fait comme une fondation qui tient dans les airs. Ça pourrait être une autre cause aussi de fissuration. Maintenant, lorsqu'on a des fissures aussi en escalier dans les murs intérieurs, ça aussi c'est précurseur de problèmes soit d'affaissement ou de problèmes de gel. Ensuite, il y a un autre type de fondation de moins bonne qualité, mais qui est utilisé beaucoup aussi, ça, surtout dans les chalets. C'est les fondations qui sont faites avec des blocs de béton. Alors, ce genre de fondation, c'est un peu moins stable, c'est beaucoup moins stable que des fondations en béton coulé. Et souvent, quand on veut les reconnaître, des fois de l'extérieur, c'est pas évident, mais on voit qu'il y a comme des rectangles. La fondation est faite avec des rectangles. Alors ça, c'est des fondations en bloc. Et souvent, les fondations en bloc, lorsque des mauvais drainages près de la fondation à l'extérieur et que ça gèle, souvent il va y avoir des poussées latérales. Ça veut dire que le mur va être porté à bomber ou à rentrer par l'intérieur, puis ça peut causer là, des affaissements. Et aussi pour les infiltrations d'eau, ce n'est pas le meilleur type de fondation parce que s'il n'y a pas d'imperméabilisant sur la fondation, l'eau passe par les fissures ou les joints, ou même des fois quand il y a des petits décollements, ça fait comme une passoire et l'eau peut s'infiltrer là-dedans. Donc sur les photos, on voit, là, les fissures de fondation dans un mur de bloc. Souvent en visitant des maisons, on peut voir des fondations qui sont réparées. Okay? Il y en a qui vont mettre des plaques de métal. On va voir souvent aussi des injections, soit d'époxy. Ce qui est le mieux, c'est du polyuréthane parce que c'est comme caoutchouteux et ça peut suivre le mouvement du gel ou le mouvement de d'autres déplacements, puis ça empêche l'eau de s'infiltrer. Alors ça, on peut en voir dans différentes formes, là, comme on le voit sur les photos. Souvent, c'est des réparations qui sont faites pour éviter les infiltrations d'eau ou les infiltrations d'air. Il y a aussi des réparations qu'on peut faire, qu'on peut voir des fois dans les visites. Quand il y a des morceaux d'isolant par-dessus une fissure, ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être une réparation qui a été faite. Et ça, ça peut nous porter à poser une question au vendeur, voir s'il y a eu des réparations qui ont été faites. Maintenant, les gens, des fois, ils font des travaux par eux-mêmes. Ils vont, au lieu de faire venir une compagnie, ils vont prendre une petite canne d'isolant giclé qui vont rentrer dans la fissure, mais c'est pas vraiment efficace là, parce que ça peut causer des infiltrations d'eau encore, puis ça règle pas vraiment les problèmes. Aussi, il faut comprendre que le béton, c'est pas imperméable. Du béton, ça laisse l'eau s'infiltrer. Alors, lorsqu'on a une galerie en béton, que ce soit en avant ou par-dessus une chambre froide ou n'importe quelle pièce qui peut être au sous-sol, souvent le béton, quand il n'est pas imperméabilisé, peut laisser l'eau s'infiltrer comme on voit sur les photos. Alors sur le dessus, c'est un peu blanchâtre, c'est un peu, on voit qu'il y a eu de l'eau. Puis quand on s'en va faire la visite en dessous, on s'aperçoit que le bois est pourri ou que le béton est désagrégé. Alors ça nous démontre là, que le béton, c'est pas imperméable et il faut en prendre conscience là, parce qu'il faut mettre un imperméabilisant par-dessus. Et ce que ça peut causer, autant sur les galeries avant, c'est que quand l'humidité se met dans les armatures de métal du béton, c'est que ça rouille et ça fait éclater le béton. Alors des fois, c'est irrécupérable, il faut refaire le balcon complet dans des cas comme ça. Maintenant, dans les fondations aussi, des fois, on observe sur les coins de maison
un effritement où le béton se désagrège, souvent ça c'est parce qu'il n'y a pas de chantepleur. Un chantepleur, c'est un trou qui est fait à toutes les 3 briques sur le premier rang de briques. Et ça, lorsqu'il n'y en a pas sur les coins, l'eau qui pourrait s'accumuler va trouver un chemin pour sortir et avec les cycles de gel-dégel va effriter le béton, va le faire éclater. Alors ça, c'est une chose qui peut se régler assez facilement. Ensuite, un autre type de béton qui existe en ville dans les vieux bâtiments, c'est des fondations de pierre. Les fondations de pierre sont des fondations qui sont très peu étanches et qui laissent souvent l'eau s'infiltrer. Alors, ce genre de fondations-là, c'est sûr qu'on peut les vérifier un peu de l'extérieur. Souvent, ils ne sont pas très visibles, mais de l'intérieur, on peut constater là, des fois des infiltrations d'eau ou encore le mortier qui se désagrège. Si on a l'accès pendant la visite, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Sinon, l'inspecteur va pouvoir faire ça pour vous lorsque arrivera le temps de faire une inspection. Ensuite, un autre point qu'il faut considérer lorsqu'on visite à l'extérieur, c'est les gouttières. Alors, les gouttières sont un élément quand même assez important. Ça nous permet d'évacuer l'eau de pluie du toit le plus loin possible de la fondation. Lorsqu'on est dans une maison où la gouttière déverse son eau près de la fondation, encore là, ça peut causer des problèmes, autant au niveau des infiltrations d'eau que les mouvements de structure par le gel. Fait que c'est toujours important d'ajouter une extension aux gouttières pour éloigner l'eau des fondations. Parce que, comme on voit sur les photos, lorsque l'eau s'accumule près de la fondation, il y a toujours un risque que l'eau s'infiltre par la fondation, comme on peut voir. Et lorsqu'on voit ça à l'extérieur, que l'eau est déversée près de la fondation, lorsqu'on rentre à l'intérieur, il faut porter une attention particulière, comme sur la photo, pour regarder dans le bas des murs si on n'a pas des signes d'humidité. Parce que souvent, s'il y a une fissure ou si le béton est plus ou moins en bonne qualité, l'eau va pénétrer à l'intérieur du bâtiment et souvent on a des signes de ça. L'autre chose, c'est au niveau aussi les toits quand il n'y a pas de gouttière. Lorsqu'on a un toit sans gouttière, l'eau qui est déversée par le toit se retrouve près de la fondation et ce qu'on peut voir à l'intérieur du bâtiment, ça arrive que le béton est complètement blanc. Le blanc, c'est de l'efflorescence. C'est des sels minéraux. Ça veut dire qu'il y a eu de l'eau ou de l'humidité en s'évaporant qui a fait ressortir les sels minéraux du béton ou de la maçonnerie. On peut voir ça aussi sur la maçonnerie. Et dans notre cas aussi ici, on voit aussi que la gouttière déverse près de la fondation. Et lorsqu'on voit à l'intérieur, on voit justement les signes que l'eau passe au travers le béton et la peinture est toute écaillée et toute boursouflée. Maintenant, les revêtements extérieurs. Dans les revêtements extérieurs, il faut regarder l'état de la maçonnerie pour vérifier si on n'a pas des effritements ou des fois les joints de mortier qui se désagrègent. On voit aussi les allèges de fenêtres. Les allèges de fenêtres, c'est le seuil de la fenêtre. Ça aussi, on doit regarder pour voir si c'est en bon état ou si c'est effrité, désagrégé. Et souvent, les allèges sont soit en briques ou soit en pierre. Puis il y a souvent des joints qui sont sur les allèges et ça, il faut vérifier s'il n'y a pas l'absence de joints parce que l'eau peut s'infiltrer dans le mur. Autre chose aussi, c'est au niveau des calfeutrants autour des portes des fenêtres. Souvent, les calfeutrants n'ont pas été entretenus depuis plusieurs années. Alors à ce moment-là, ça aussi, c'est un coût ou des entretiens qui doivent être faits au bâtiment lorsqu'on veut l'acheter. Ensuite, on peut voir aussi sur la maçonnerie des traces blanches. Tantôt, je parlais d'efflorescence, c'est la même chose. Ça nous démontre que des fois, il peut y avoir de l'eau qui se colle sur la brique ou encore des fois des fuites d'air intérieures qui viennent se loger derrière la brique. Et ça peut provoquer, par exemple, comme sur la photo, des fissures juste en dessous des fenêtres. Et ça nous démontre qu'il y a peut-être de la condensation qui se forme derrière la brique. Et c'est sûr que cette humidité-là, cette condensation-là, en s'évaporant ou en séchant, va faire ressortir les sels minéraux de la maçonnerie pour laisser des traces blanches. C'est pas dangereux, ça se nettoie ça avec le temps, on peut nettoyer même. L'autre chose aussi, c'est au niveau du dessus des portes ou des fenêtres, on a derrière la brique, juste au-dessus, on appelle ça un linteau, c'est un morceau de métal qui maintient la brique au-dessus. Quand c'est pas très bien drainé. L'eau peut s'accumuler et faire rouiller le linteau, puis en rouillant, le linteau gonfle et ça fait soulever la brique. Ça va causer un problème car avec le temps, il faut changer le linteau. Les joints qui sont décollés peuvent laisser l'eau s'infiltrer, donc ça démontre qu'il y aura peut-être un travail de maçonnerie à faire.
Quand on regarde aussi le haut d'un mur de maçonnerie, comme par exemple sur la photo le haut d'une cheminée ou le haut du mur, et que les joints ont été refaits et qui se défacent à nouveau, souvent ça va nous indiquer que soit qu'il y a des pertes de chaleur du bâtiment ou soit qu'il y a beaucoup d'humidité dans le bâtiment, et là avec le mouvement de l'air, les pertes de chaleur de l'enveloppe, ça peut causer ce problème-là. Maintenant, la jonction entre un mur de briques et, par exemple, un mur un revêtement d'aluminium ou de vinyle qui part par-dessus. Quand mais on a un solin qui vient faire la jonction entre les deux. Dans le cas de la photo ici, le solin est mal installé parce qu'il aurait dû passer par-dessus la brique et pour permettre à l'eau de s'égoutter le plus loin possible. Ou en tout cas de s'égoutter pas vers le mur, mais à l'extérieur du mur. Toutes les fissures de maçonnerie, toujours faire les joints. Aussi les revêtements d'aluminium ou de vinyle. Ça, il faut s'assurer que c'est bien installé, que c'est pas cassé, que c'est pas ouvert parce que les insectes, la pluie peut s'infiltrer dans le mur. Alors ça aussi, les murs qui sont recouverts de revêtements en bois, comme par exemple ici un vieux bâtiment, bien ça peut arriver que si la terre est proche, que le bois soit pourri. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on peut voir facilement en faisant une visite de bâtiment. Maintenant, au niveau des portes et des fenêtres, les choses qu'on peut vérifier, bien souvent c'est des points qui sont quand même très visibles, qu'on constate quand même assez facilement. C'est au niveau de la désuétude des éléments, là, des portes, des fenêtres. Alors comme sur les photos, on peut voir là, des vieilles portes, des vieilles fenêtres qui sont évidentes à voir pour n'importe qui, mais ça aussi, il faut le considérer lorsque vous achetez une maison. Soit le remplacement, considérer qu'il faut le remplacer, considérer qu'il faut peut-être les entretenir, comme on parlait au niveau des joints. Ensuite, dans les descentes de sous-sol, par exemple, un escalier qui descend au sous-sol, si on n'a pas de drainage, parce que ça, au niveau du sol, quand la porte est en dessous du niveau du sol, c'est bien d'avoir un drainage. S'il n'y en a pas, comme sur la photo, il faut, ça détériore probablement les portes, mais aussi ça peut causer des infiltrations d'eau dans le sous-sol. Lorsqu'on examine aussi le bâtiment à l'extérieur, on regarde les fenêtres et si vous voyez des condensations dans la fenêtre, alors à ce moment-là, ça nous indique qu'il y a probablement un problème d'humidité à l'intérieur. Ça aussi, ça nous donne une indication lorsqu'on va visiter l'intérieur. Toutes les fenêtres en bois, souvent les fenêtres en bois, il en reste encore. Et souvent les fenêtres en bois, les gens trouvent ça beau, mais ça demande beaucoup d'entretien. Alors il faut regarder aussi l'état de ces éléments-là. Quand ça fait très longtemps que ça n'a pas été changé, naturellement, il faut considérer que les fenêtres en bois sont à la fin de leur vie, donc il faut les remplacer. Ensuite, un autre point qu'on doit vérifier ou qu'on